Alors bonjour à tous, Jean-Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors voilà, comme promis, première vidéo d'une demi-heure environ d'analyse, de contre-enquête de la conférence qu'a faite Salim Laibi, le dentiste menteur comme un arracheur de dents, propagandiste et colon, qu'on va renvoyer dans son pays, l'Algérie, puisqu'il en vient, et vous allez le voir, moi je ne savais pas, mais ce gars-là n'est pas né en France, il est venu nous coloniser. Voilà. Il en est très fier. Donc on va l'encourager à rentrer chez lui, là, parce qu'il y sera beaucoup mieux, hein, c'est une terre d'islam, donc s'il aime tant l'islam que ça, il devrait vivre là où l'islam a donné ses meilleurs fruits, c'est-à-dire les pires. Et donc je vais lancer sa conférence, et puis je vais l'arrêter quand j'estime avoir quelque chose à dire. Comme ça vous allez pouvoir entendre à la fois sa conférence et la contre-enquête. Alors c'est parti. Accroche-toi Salim. Voilà, ça commence très bien. Alors, Mozart, hein. Qui était Mozart? Eh ben, c'était un franc-maçon. Donc déjà, Salim Laibi, qui est anti-franc-maçon, il met la musique d'un franc-maçon pour commencer sa conférence. Alors, 2 secondes déjà, premier scud. Est-ce que Mozart était pro-islam? Alors, il a fait un opéra sur les Ottomans et tout ça, l'enlèvement au sérail. Mais est-ce que ça fait de lui un pro-islam? Franchement, j'en doute. Donc déjà, choix de musique, franchement, il aurait dû choisir une musique musulmane. Il n'a même pas ce courage-là. Mais... Fiat lux en plus, que la lumière soit. Ça, c'est un truc de la Bible, non? À vérifier, mais c'est pas dans le Coran, me semble-t-il. Hein. Alors, Napoléon, vous allez voir. Lui, je sais pas qui c'est. Voltaire. Guénon. Tous les collabos. Simone Veil. Ah, t'es pas collabo. Nietzsche. Il n'y a pas plus anti-Christ que Nietzsche. Ah, Victor Hugo, qui est au Panthéon. Ah, super. Qui était pour la colonisation de l'Algérie. Non mais, vous allez voir, ils aiment l'islam. Donc ça, vous pouvez être... Alors si Fourniret ou Guy Georges avaient aimé l'islam, ils les auraient mis sur le livre. Hein. Oh, c'est des meurtriers en série, c'est pas grave. Ils aiment l'islam, vous comprenez? Ça c'est le plus important. Quoi qu'ils aient fait dans leur vie, Napoléon, pire dictateur de l'histoire de France, un des pires, qui a fait tuer le plus de monde, qui a rétabli l'esclavage, qui a... La totale, c'est pas grave. On le met, en plus, c'est lui le plus gros. Après, le plus gros, c'est Voltaire, qui lit le Coran. Hein. Alors, Voltaire, on va revenir dessus, vous allez voir, parce qu'il va leur tresser des lauriers, tous ces gens-là. Mais il est fier de lui. Il a fait sa petite crotte, là, et il dit, regardez, elle est belle, ma crotte, hein? Ah, parce que c'est la couleur de crotte, en plus. C'est marron caca, son truc, là. Il peut même pas mettre du vert, alors que c'est la couleur de l'islam. Je comprends pas. Anthologie des écrits des grands auteurs occidentaux. Merci d'être venu. On a eu un petit souci d'adresse, mais bon, on a essayé de... J'espère que vous entendez ce cher Salim. Je remercie infiniment toute l'équipe de l'association qui nous reçoit. Alors ça a eu lieu à Nanterre le 7 juillet 2018, hein, mais il l'a diffusé que fin juillet. Donc moi j'ai regardé ça, et là je m'en occupe. Je m'occupe de son cas, comme on dit. Parce que sans eux, je crois que vous l'aurez compris, c'est pas possible. Voilà. Donc Nanterre, quelle est cette ville? Alors, c'est une ville où à la fois il y a le Front National, et c'est le quartier général du marxisme en France. C'est là d'où est partie la révolution de mai 68, déjà. Donc choisir Nanterre pour faire une conférence sur l'islam, déjà... Alors, soit ça veut dire que, effectivement, Nanterre est déjà bouffée par l'islam, et donc c'est foutu, normal, si vous superposez une carte des mairies communistes, comme Nanterre, hein, et puis des mairies et la présence musulmane, ça se superpose super bien. C'est marrant. Bah oui, parce que le Parti communiste et le marxisme en général a fait venir tous ces gens-là après 1958, et le retournement d'alliance en 57 du PC, qui était pour Guy Mollet, pour massacrer le FLN, et dès que De Gaulle est arrivé au pouvoir en 58, il a retourné sa veste, il a dit « Ah non, maintenant il faut aider le FLN, hein, les porteurs de valides et tout ça, ça vient de là ». Donc vous avez une immigration massive qui est organisée en France
musulmane principalement, qui est organisée par l'Église catholique, hein, Joan Guibernet, copain de Salim Laibi, ça se retrouve, par le marxisme, hein, et par... qu'est-ce que j'ai oublié? Alors le judaïsme, ça serait beaucoup dire, en tout cas, oui, il y a des officines, mais c'est marrant parce qu'il parle que de cela, il parle que de la LICRA, et là je pense que même Salim Laibi dit non, parce que ce serait reconnaître que des gens comme la LICRA ont milité pour que ça soit raciste de dire « Ah non, il ne faut pas d'immigration. Ouais. » Bon. D'ailleurs, j'en profite, hein, si vous voulez qu'on vienne faire des conférences dans votre région, si vous avez une salle, vous avez une petite équipe qui peut organiser ça, c'est avec plaisir. Donc on est là pour présenter le livre Ils aiment l'islam, anthologie des écrits des grands auteurs occidentaux. Donc déjà, c'est mensonger dans le titre, vous voyez, anthologie des écrits des grands auteurs occidentaux. Donc ça voudrait dire, si vous êtes un grand auteur occidental, vous aimez forcément l'islam. Non. Éventuellement, anthologie des écrits de grands auteurs occidentaux, mais pas des. Ça, c'est englobant. Moi, mon livre, Ces grands esprits contre l'islam, c'est pas des grands... Enfin, même des, ça irait. Mais lui, il veut englober, voilà, si vous êtes un grand auteur occidental, forcément vous aimez l'islam, hein, sinon vous êtes une merde. Non mais franchement. Donc là, vous voyez, la manipulation, elle se situe à tous les niveaux. Hein. Vous allez voir, il y a vraiment tout l'éventail, là. Ça va être une mise à jour de pas mal de manipulations musulmanes ou de la logique et de la cohérence en général. J'ai agrémenté, le livre est préfacé par le professeur Pierre d'Ortiguier, qu'on ne présente plus, dans la... Jamais entendu parler. Je sais que c'est un antisémite qui est proche de Paul-Éric Blanru, dont Salim Laibi est proche aussi, puisqu'il l'édite, je crois. Voilà, c'est la petite clique là, des antisémites néo-musulmans, puisque Blanru est converti à l'islam, je crois aussi, donc voilà. Tout ça, ça gravite, là, les collabos français, hein, Pierre d'Ortiguier et tout ça. Voilà, c'est comme ça que je le connais, mais ça me donne pas envie de le lire. Pour préfacer un livre pareil, il faut vraiment être collabo au dernier degré. Ils aiment l'islam. Ah, super. Dans l'érudition est traumatisante pour nous autres. Par contre, je sais pas s'il est érudit, mais s'il est érudit, ça montre que, comme les nazis étaient très érudits aussi, ça les empêchait pas d'être nazis. Donc l'érudition ne fait pas tout, hein, loin de là. J'ai fait une grosse introduction dans ce livre d'une trentaine de pages pour parler, pour expliquer quel était ce livre, pourquoi on a fait ce livre. Alors ça, est-ce qu'il a besoin de l'expliquer? Alors voilà, moi je vais vous donner les sous-titres. Alors après, il va vous chanter sa mélodie, là. Moi je vais vous dire pourquoi il a fait ce livre. Il a fait ce livre pour nous coloniser, voilà, nous faire passer la pilule musulmane en disant, voilà, regardez, il y a des auteurs occidentaux qui disent du bien de l'islam, donc finalement l'islam c'est bien, et c'est tout. Alors, ça s'arrête là. Donc accepter la colonisation, accepter les massacres, accepter tout, accepter la conversion, de force ou pas, qui va arriver là, parce que ça nous pend au nez, ça, grâce à des gens comme Salim Laibi. Là, aujourd'hui, ils sont dans leur petit milieu, mais vous inquiétez pas, ils font leur trou à Marseille, là, hein, première ville arabe traversée par le Paris-Dakar, comme disaient les inconnus, en 88 déjà, donc ça remonte. Donc Salim Laibi, voilà son but, c'est de nous faire gober l'islam, là, comme un truc, hein, c'est du vomi, comme j'ai dit dans une autre vidéo, c'est du vomi, et il veut nous présenter, c'est du marketing, en fait. Ce gars-là fait du marketing pour sa religion de merde, que j'ai défini dans un titre d'un livre que j'ai édité, excellent, auquel je vous renvoie d'ailleurs. L'islam, c'est une stratégie militaire sous couvert de religion. Donc déjà, c'est pas une religion. Ça, on a les apparences, c'est comme le Canada Dry. C'est une religion Canada Dry. Mais en fait, c'est une stratégie militaire. Hein. Ces gens-là sont là pour nous coloniser, pour nous soumettre, pour nous extorquer, pour nous démonter la gueule, hein, pour nous massacrer, pour nous violer. Voilà. Ça, c'est l'islam. C'est le projet musulman depuis le 7e siècle, hein, depuis Mahomet. Ça s'est vérifié partout où ils sont allés, donc sans aucune exception. Voilà, l'Andalousie, machin, je sais pas s'il en parlera, je vous en parlerai s'il en parle. Mais ça, c'est encore une propagande éhontée. Donc voilà le projet de Salim Laibi, il n'y en a pas d'autre. Hein. Lui, il veut vous imposer, je ne sais pas par qui il est payé, je ne sais pas d'où viennent ses ressources, dentiste, ok, mais où est-ce quand on est dentiste, on trouve tout le temps de faire tout ce qu'il fait depuis 10 ans? Je ne pense pas, non. Donc à mon avis, il y a autre chose. Voilà. Il y a même un article qui est sorti dans Le Point en disant, mais qui protège Salim Laibi, hein? Voilà.
Donc, mais si même Le Point le dit, donc je le laisse débiter sa mélodie. Là. Donc, vous appréciez déjà la couverture? Oui, ça on apprécie beaucoup, je viens d'en parler. Donc, dans la couverture, on peut voir Napoléon en haut. Il est fier. Dictateur, c'est pas grave. Alors c'est vrai que c'est le français le plus connu à l'étranger, hein, mais pour de mauvaises raisons, évidemment. Hitler aussi est certainement l'allemand le plus connu à l'étranger. Hein. Mais bon, c'est Hitler. En bas à droite, Voltaire. Hitler, d'ailleurs, qui allait visiter la tombe de Napoléon. Voilà, parce que c'est un grand inspirateur pour lui, hein, comme Robespierre, comme d'autres tyrans qu'on a eu dans l'histoire de France. Mais ça ne dérange pas Salim Laibi, parce qu'il aimait l'islam, Napoléon. Bah, c'est bien la preuve, justement, que l'islam, c'est de la merde. Enfin, bref. Juste à côté, Lamartine. Ah, Lamartine. Alors, il c'était peut-être un bon poète, mais c'était un gauchiste fini. Hein. Et on voit bien déjà l'alliance de la gauche et de l'islam très tôt. Donc, vous allez voir que c'est pas piqué des hannetons, parce que ces gens-là, la gauche, dans l'histoire, c'est l'anti-France. Hein. Ça a toujours été l'anti-France, et ça le sera toujours. Et Lamartine ne fait pas exception. En bas au milieu, Victor Hugo. Voilà, lui non plus ne fait pas exception. Alors lui, il était carrément, je l'ai dit, je crois, dans la vidéo d'introduction, il était pour la colonisation, c'était un raciste, hein, il était pour la hiérarchisation des races. Alors là, je ne sais pas s'il va en reparler, donc je vais vous donner une citation de tous ces gens-là, parce qu'il a cité Voltaire aussi. Alors là, parce que franchement, il met ces gens en avant, donc on va le prendre à son propre jeu, ce cher, ça va commencer très fort, vous allez voir. Donc là, il nous dit, il y a tous ces gens-là, ok. Alors c'est parti. Alors il nous cite Voltaire, enfin, il a mis en gros, c'est le plus gros après Napoléon, à égalité avec Lamartine. Donc, Voltaire, il nous le présente comme un anti-islam. Ah bon. Donc, voilà des citations de Voltaire. Alors, il faut savoir que Voltaire a changé d'avis sur l'islam. Et au début, il était très anti-islam. Et parce que Voltaire est un anti-religieux en général. Et donc voilà ce qu'il disait, les citations que vous retrouvez dans Ces grands esprits contre l'islam, justement. Alors, Mahomet, le fanatique, le cruel, le fourbe, et à la honte des hommes, le grand, qui de garçon marchand devient prophète, législateur et monarque. Ça, c'est dans son recueil de lettres, paru entre 1739 et 1741. C'est pas spécialement pro-islam, ça, Salim Laibi. Hein. Ensuite, il semble que Mahomet n'ait formé un peuple que pour prier, pour peupler et pour combattre. Pas spécialement pro-islam non plus. Mahomet, citoyen, ne parut à vos yeux qu'un novateur obscur, un vil séditieux. Aujourd'hui, c'est un prince, il triomphe, il domine, imposteur à la Mecque et prophète à Médine. Il sait faire adorer à 30 nations tous ces mêmes forfaits qu'ici nous détestons. Alors ça, c'est tiré de Acte 1, scène 1, Mahomet ou le fanatisme, parce qu'il a écrit une pièce sur Mahomet, qui a été interdite à Genève parce qu'elle est anti-islam, qu'il a écrite Voltaire. Hein, je viens de vous citer un extrait. Alors, autre extrait, cette fois tiré de l'acte 3, scène 9. Je pardonne aux erreurs où Mahomet entraîne, mais peux-tu croire un Dieu qui commande la haine? Ah, merci Salim Laibi. Hein. Voltaire, il le met en grand. Moi, j'aurais honte. Bon, Voltaire fait partie des auteurs que je cite parce que il a critiqué l'islam, mais je ne vais pas le mettre en avant, puisqu'il a changé d'avis, et après, en effet, il a été pro-islam. Mais le mettre en avant comme ça, alors qu'il a sorti des trucs pareils sur l'islam, il faut vraiment être bête, excusez-moi. Ou musulman, vous choisissez. Alors, autre citation, cette fois de l'acte 5, de la même pièce, hein, Mahomet le fanatisme. Dieu que j'ai fait servir au malheur des humains, adorable instrument de mes affreux desseins, toi que j'ai blasphémé, mais que je crains encore, je me sens condamné quand l'univers m'adore. J'ai trompé les mortels, mais ne puis me tromper. Père, enfant malheureux, immolé à ma rage, immolé par le feu, à ma rage, vengez la terre et vous, et le ciel que j'outrage. Arrachez-moi ce jour et ce perfide cœur, ce cœur né pour haïr qui brûle avec fureur. C'est très juste, enfin c'est très beau en plus. Voltaire avait du talent. En effet, c'était un grand esprit français. Et malheureusement, il s'est perdu à la fin de sa vie, je ne sais pas pourquoi, il est devenu pro-islam. Alors peut-être qu'il a été financé par des Ottomans, hein, ça il faudrait creuser. Bon. Alors autre citation, cette fois, question sur l'encyclopédie, article Al-Coran, ou plutôt le Coran, section 2. Les premiers musulmans, toujours Voltaire, hein, les premiers musulmans furent animés par Mahomet
de la rage, de l'enthousiasme. Rien n'est plus terrible qu'un peuple qui, n'ayant rien à perdre, combat à la fois par esprit de rapine et de religion. Rapine, c'est le vol, hein. C'est la razzia, c'est ça. Alors, est-ce que j'ai encore d'autres citations? Non. Mais déjà, c'est pas mal, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'il a cité d'autre? Bon, Napoléon, bon, ça c'était un vrai musulmanophile, islamophile, islamolâtre, dhimmi, ce que vous voulez, mais dans un but politique, c'est-à-dire pour tromper l'ennemi. Napoléon, c'était pas un con. Et donc, il disait aux musulmans ce que les gars voulaient entendre. Ah, votre Dieu est un grand Dieu, et j'y crois, et machin. Voilà. Mais il n'en pensait pas, et comme il n'était pas plus catholique, c'est un fils de la Révolution, Napoléon. Hein, donc, après, en bas, à droite, vous avez Goethe, en face de lui. Alors, Goethe. Donc, Goethe, effectivement, c'est un protestant, un des plus grands écrivains allemands, et pro-musulman. Donc ça, franchement, je ne me l'explique pas. Il faudrait creuser dans sa vie pour savoir pourquoi il s'est complu là-dedans, parce que franchement, c'est une honte pour lui. Et ça met en cause même une grande partie de son œuvre, selon moi, qui suis anti-islam. Mais bon, là, on peut pas dire autre chose que c'est un fait. Il y a Nietzsche, et entre les deux, les petits... Alors, Nietzsche figure aussi dans mon livre « Ces grands esprits contre l'islam ». Donc je ne sais pas ce qu'il a pu dire pour l'islam, mais alors voilà ce qu'il a dit contre. Alors, c'était peut-être comme Voltaire, il a changé d'avis. Alors pourquoi mettre en avant un gars qui a dit autant de mal de l'islam, après ou avant en avoir dit autant de bien? J'en sais rien. Alors voilà ce que disait Nietzsche. Ça c'est extrait de ses fragments posthumes, voilà, parce que c'est des choses qu'il ne voulait peut-être pas dire de son vivant. Hein. Alors le mahométisme en tant que religion d'homme a un profond mépris pour la sentimentalité et l'hypocrisie du christianisme. Une religion de femme à ce qu'il sent. Religion de femme, hein, pour Nietzsche, l'islam. Ensuite, extrait de l'Antéchrist, paragraphe 42. Quel est tout ce que plus tard Mahomet prit au christianisme, l'invention de Paul, son moyen de la tyrannie des prêtres, de la formation de troupeaux, la croyance en l'immortalité, cela s'appelle la doctrine du jugement. Donc Nietzsche n'était vraiment pas pour le christianisme, mais là il dit que l'islam, il a emprunté au christianisme la même chose. Ensuite, dernière citation, toujours l'Antéchrist, paragraphe 55, « Le saint mensonge est commun à Confucius, aux lois de Manu, à Mahomet et à l'église chrétienne. Il ne manque pas chez Platon. La vérité est là, partout où l'on entend ça, cela signifie que le prêtre ment. » Donc Nietzsche n'était pas du tout pro-islam, hein, n'importe quoi. Alors il a peut-être dit d'autres choses pro-islam, j'en sais rien, mais on ne peut pas le catégoriser, comme Voltaire d'ailleurs, comme pro-islam. Non, il a dit des choses pour et des choses contre l'islam apparemment. Et encore faudrait-il voir les citations que l'autre va nous sortir. Peut-être la femme c'est Simone Veil, la philosophe, et de l'autre côté c'est René Guénon. Donc il a pu caser son René Guénon. Alors Simone Veil, c'était en effet une résistante, hein, elle a écrit l'enracinement. Bon, c'était je crois plutôt une antisémite. Donc ça doit plaire à Saïm Laibi, évidemment. Mais que ce soit pro-islam, j'en sais rien. On verra. Donc, quel est le but de ce livre? Le but de ce livre, c'est de dire... Alors moi, je suis musulman. Apparemment, c'est un problème aujourd'hui en France. En effet, mon ami. Je sais pas si t'as remarqué, les tiens massacrent les nôtres. Alors ça, il n'a pas remarqué. C'est un problème, apparemment, dit-il naïvement. Innocemment, vous voyez. Ça, c'est le loup déguisé en costume d'agneau. Apparemment, l'islam pose des problèmes en France. Bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vois pas. Quels attentats, quelle colonisation, quelle no-go zone. Ça n'existe pas, tout ça. Vous avez rêvé. Il n'y a pas d'islam en France. Hein. Voilà ce que pense Saïm Laibi, il l'a dit dans une conférence. Non, les musulmans ne sont pas musulmans, et l'islam n'est pas l'islam, en fait. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi, Saïm Laibi. Donc ce mec est fou, en fait. Mais comme les communistes qui disent non, le communiste n'a jamais existé, donc les crimes qu'on lui impute ne sont pas des crimes du communisme, bien sûr, évidemment, comment vous pouvez. C'est le même délire, parce que ce sont tous les totalitaristes comme ça, quand vous les mettez face aux faits, à leurs fruits, là, qui mangent leurs propres enfants, en plus. Ils tuent d'autres musulmans, l'islam. Hein. C'est même les premières victimes de l'islam. Quand bien même Conversano dirait « Non, c'est pas vrai ». Bah si, c'est vrai. Il y a des faits.
Parce que les totalitarismes mangent leurs propres enfants. Et l'islam est un totalitariste depuis 1400 ans. Alors, Salim Laibi, il l'a pas remarqué, lui. Forcément, il en fait partie, c'est un totalitaire. Donc, Je suis musulman, et on parle de ma religion quotidiennement. c'est sûr. Là, s'il n'y avait pas deux arabo-musulmans qui avaient, pour l'un, poignardé dans le cœur un jeune Français, là, Adrien Pérez, et pour l'autre, poignardé dans le poumon un autre jeune Français, hein, Yanis El Habib et Younes El Habib, deux frères, 19 et 20 ans, peut-être on n'en aurait pas parlé dans les médias. Hein, Salim. Tu peux pas t'appeler d'un prénom français, mais voilà, c'est ça les musulmans. C'est Younes, Mohamed, Salim, Abdelkrim, Abdallah, ce que vous voulez, mais François, ah non, ce serait une insulte pour ces gens-là, hein, vous comprenez? Donc j'ai Salim Laibi, il vient dans notre pays, il vient, vous allez voir, il va le dire, il impose son truc, là, comme les musulmans le font partout où ils vont, il commence par imposer son prénom à la con. Hein. Il ne peut pas prendre un prénom français, non, ça c'est trop lui demander. Ah non, il manque d'identité alors. Mais après, il vient se plaindre, on le laisse faire, il vient se plaindre encore qu'il y a de l'islamophobie en France, hein, bien sûr. Les mecs, ils se montrent, moi je suis musulman, hein, je vous l'affirme dans mon prénom, qu'on doit dire tous les jours, des centaines de fois, eh bien non, pour lui, c'est une discrimination encore. Donc c'est le truc de gauche, c'est pour ça que ces gens-là sont en fait proches des SOS racisme et des LICRA, en fait, qui les défendent, hein, l'islamophobie, tout ça, alors que c'est eux qui donnent les verges pour se faire battre. Si tu veux pas être discriminé, appelle-toi François déjà, ce sera un bon effort. Ma femme, elle s'appelait Aquila, maintenant elle s'appelle Marie. C'est ça s'appelle une patriote. Mais toi, t'es pas patriote, t'es musulman, ta patrie c'est l'islam. Ou quasi quotidiennement pour ne pas abuser. Mais moi, pour moi, c'est quotidiennement, parce que si c'est pas la télé, c'est à la radio, si pas la radio, ça va être dans les journaux. Alors la télé, la radio, les journaux, hein, parlons-en 2 secondes. Parce que là, moi je vais le démonter, Salim Laibi. Il vous sort une propagande où il n'a pas froid aux yeux, celui-là. Il veut montrer, se disant que l'islam est discriminé en France. Hein. Le truc est en train de nous bouffer, mais c'est pas grave. Alors, la télé, hein, les paraboles, hein, parlons-en. On n'en parle pas de l'islam matin, midi et soir, là, dans les paraboles. Salim Laibi. Toi, tu passes dans les émissions, d'ailleurs, à l'étranger. J'avais analysé ta vidéo, là, où tu étais passé dans une émission tunisienne ou algérienne ou marocaine. Tu parlais, tu faisais le salam au début, etc. Et tu venais cracher sur notre pays une fois de plus, parce que c'est tout ce que tu sais faire. Eh bien, ces paraboles-là, elles reçoivent quotidiennement la haine de l'islam en format lingot, tu vois. Et ça arrive directement dans le cerveau des petits musulmans en France, là, qui sont élevés à la haine, qui sont nourris comme partout ailleurs dans l'islam. C'est comme s'ils habitaient dans un pays déjà musulman, en fait. Et la France est en train de devenir l'Algérie. Mais le gars veut nous faire croire que c'est le contraire, en fait. Ah, on considère mal l'islam, hein, vraiment. Les gars, on en accueille des millions, on les laisse, on les finance, on leur finance leur lieu de culte, on finance par les allocations familiales, enfin, on leur déroule, les mecs sont tous dhimmis, soumis, ils accueillent les voix musulmanes, et ils sont élus grâce à ça, Hollande, Macron et tous les autres. Mais non, l'islam est discriminé. Hein. Ils vont tous faire la rupture du jeûne. Donc ça, c'est quand même, ça relève à la fois de l'hystérie et du totalitarisme. Parce que quand vous êtes un totalitaire, pour vous, la réalité ne compte plus. Vous voyez tout à travers votre prisme unique, en l'occurrence là, l'islam, et vous allez tout ramener à ça. Et dès qu'on va dire la moindre chose, vous voyez, il y a des attentats, tout flambe en France à cause de l'islam, même les voitures, etc. Là, pour la Coupe du Monde, alors, il n'y avait aucun musulman dans tous ces émeutiers, hein, aucun. C'est Salim Laibi qui nous le dit. Eh bien, il ne faudrait pas mettre en cause l'islam. Et si vous croyez que les médias mettent en cause l'islam maintenant, non. Ah non, c'est pas d'amalgame, mais ça, c'est son discours à lui. En fait, le discours de Salim Laibi est dans les médias matin, midi et soir. Donc c'est le contraire, en fait. Il vient vous mentir effrontément en vous disant le contraire. C'est-à-dire que pas d'amalgame, c'est pas ça l'islam. Les musulmans sont des gens gentils, tolérants, ils respectent les lois de la République, c'est une infime minorité d'extrémistes, voilà, la religion d'amour, de paix, de tolérance. Vous l'avez jamais entendu ça? C'était pas dans les médias par hasard. Donc le mec est un menteur, mais c'est affolant de mentir à ce point-là.
Vous vous en rendez compte, j'espère. Et même si vous êtes musulman, vous devez vous en rendre compte, là. Parce que le gars, vous avez un très mauvais porte-parole. Même Tariq Ramadan est plus subtil, hein, quand même. Il aurait jamais... Parce que lui, il est passé combien de fois dans les médias avant ces affaires-là? Il n'est pas passé plus d'une centaine de fois, par hasard? Bah si, et moi, qui suis anti-islam, je suis passé combien de fois? Une! Et j'ai même pas pu critiquer l'islam, c'était pas le sujet. On m'invite jamais pour critiquer l'islam, évidemment. Anne-Marie Delcambre, grande islamologue, n'est passée qu'une seule fois chez TDI, alors que Ramadan y est passé tant et plus. Et puis dans plein d'autres émissions, évidemment, Anne-Marie Delcambre, qui critiquait l'islam, paix à son âme, elle est morte maintenant. Elle était bien française, elle, de souche, mais c'est pas grave, vous avez un étranger vivant en Suisse, Tariq Ramadan, de culture étrangère, l'islam, qui nous colonise, bah lui, il est invité partout. Alors c'est marrant, mais non, selon Salim Laibi, non. C'est le contraire. Ah bon. Il y a quelque chose qui m'a échappé, là. Donc c'est quotidiennement. Et je parle même pas des politiciens. Donc, et il parle... Ah oui, il nous en parle pas des politiciens, parce qu'en effet, quel est le politique qui a osé se dire anti-islam? Pas un seul. Marine Le Pen, soi-disant la pire anti-islam, machin. L'islam est compatible avec la République. Voilà. Et donc j'ai même pas besoin de vous parler des 576 autres de l'Assemblée nationale. Ils sont tous pro-islam sous une manière ou sous une autre. Il n'y en a pas un qui soit anti-islam, pas un. Donc, il ne vous parle pas des politiciens, en effet. De ma religion, il se donne des libertés, comme ça il parle de ma religion à moi. Voilà. Donc, selon un musulman, on n'a pas le droit de parler de sa religion, sauf pour en dire du bien. Ça, vous avez le droit. À toute la journée, si vous voulez. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans les pays musulmans. Et d'ailleurs, si vous en dites du mal, vous êtes foutus en pays musulman. Alors ici, déjà, il essaye d'imposer cette censure-là. Ils se permettent de parler de ma religion. Vous vous rendez compte, les mecs? Ils sont pas musulmans, ils se permettent de... Ah oui, alors, ça s'appelle la liberté d'expression, ça s'appelle le droit de critique, ça s'appelle la liberté de recherche, la liberté journalistique, enfin, ce mec-là est contre, parce que l'islam est contre, voilà, évident. Donc, vous voyez, ça ressort vite, là, on est déjà dans les premières minutes. Pourquoi j'ai fait ce livre? En fait, je suis un colon, je viens vous imposer ma censure islamiste en fait, mais c'est la même chose. De musulmans pieux à la con, qui vont vous interdire, à court ou moyen terme, de dire la moindre chose sur l'islam qui ne soit pas positive. Sinon, sourire kabyle. Moi, je suis kabyle, il va vous dire ça. Je ne sais pas s'il est fier de ça, mais enfin, je ne sais même pas s'il le dit, mais enfin, c'est ce qu'il est. Et donc, le sourire kabyle, ça ne vient pas de nulle part. C'est pour des gens qui ne diraient pas assez de bien de l'islam. Parce qu'on ne dit jamais assez de bien de l'islam. En Algérie, puisqu'il a vécu en Algérie... je ne sais pas quand, mais a priori, il était peut-être trop jeune pour avoir vécu la guerre civile, ou alors il l'a vécu carrément. Eh bien, c'était des musulmans contre des musulmans. Super. Sunnites contre sunnites, d'ailleurs. Mais on n'était jamais assez musulmans pour ces gens-là. Ma femme l'a vécu aussi, la guerre civile. Je la reconnais pas, je sais pas de quoi il parle, en fait. Il parle de choses qui, moi, je n'ai pas rencontrées dans mon parcours intellectuel. Voilà. Donc là, vous allez voir, le mensonge, quand même, ça va très très loin. Parce que le peu qui est dit contre l'islam dans les médias, déjà, c'est trop. Et il ne le reconnaît pas. Non. Alors c'est vrai que dans les médias, on ne parle jamais de Mahomet pédophile. Alors ça, est-ce qu'il reconnaîtrait? Peut-être. C'est son prophète. Il devrait mieux le connaître. Mahomet voleur, Mahomet violeur, Mahomet qui faisait des razzias, etc., qui massacrait tout le monde, qui mentait. Enfin, bon, pédophile aussi. Alors ça, c'est dans les médias? Non, jamais. Vous entendez jamais quelque chose comme ça. De toute façon, le gars qui dirait ça dans un média, il serait massacré le lendemain par des musulmans. On le retrouverait et puis hop, c'est terminé. Donc, évidemment, ça vous l'entendez pas, mais c'est pas à ça qui fait référence à Imabi. Il dit, voilà, déjà, on dit, des attentats sont commis par des musulmans, c'est trop. Je reconnais pas, moi. Comment un musulman, s'il faut décoder, comment est-ce qu'un musulman pourrait commettre un attentat? C'est vrai ça, tous les attentats sont commis par des musulmans dans le monde depuis le 11 septembre et même avant, mais comment est-ce que ça serait possible? Parce que, rappelez-vous, en 2009, la conférence que Soral a donnée quand il était encore copain avec Laibi, qu'il a donnée avec Tarek Oubrou à la mosquée de Bordeaux, peut-être Laibi était dans la salle d'ailleurs, j'en sais rien, puisque c'est pas très loin de chez lui, eh bien Soral avait dit, si un musulman commet une violence, c'est qu'il n'est pas musulman. Ben voyons, alors comme ça on est tranquille, voilà. L'islam, c'est 100% pur et tranquille, c'est halal. Non mais franchement, et ces gens-là n'ont pas honte, ils font une vidéo, ils osent ensuite la mettre en ligne, et il y a des gens qui l'écoutent et qui y croient. C'est ça le pire peut-être, parce que le gars, bon, est enfermé, mais moi je suis pas comme mes opposants, je suis pas stalinien, donc je vais pas enfermer même des colons comme ça. Je lui dis, pars mon ami, si tu crois que l'islam est une meilleure religion que les autres,
va vivre dans un pays musulman. Mais voilà, c'est pas ça son projet. Son projet, il a du mal à le cacher, hein, c'est que la France devienne musulmane. Voilà, parce que c'est un conquérant à la con, par les mots, vous voyez, il est très calme, hein, quand il vous dit ça, il dit « moi je ne reconnais pas ma religion ah ouais. ». Donc on te démasque là, Laïbi. Hein, ta langue, c'est un sabre énorme en fait. Et tu balances ton truc islamophobie comme les LICRA et compagnie balancent leur truc antisémite. Hein. C'est pareil. Tu veux t'es des coupeurs de langue. Tu veux nous interdire de critiquer ta stratégie militaire sous couvert de religion qui s'appelle l'islam. Voilà. Mais tu es un combattant et un guerrier. Et la meilleure ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Voilà. Ben toi, tu existes, Salim. Tu es un fils du diable, c'est évident. Et donc, je te démasque. Et quand je dis je suis musulman, moi je suis un blédard, je viens du bled, j'ai grandi au bled, j'ai passé mon bac en arabe. Voilà, le gars est fier. Alors ça, il faudra qu'on m'explique. C'est-à-dire que là, Salim nous dit « Je suis un blédard ». Déjà, le mot, j'ai envie de dégueuler. Un blédard, je viens du bled. Déjà, bon, le mot n'est pas français, donc déjà, ça ne m'intéresse pas. Mais le gars est né en Algérie, il a vécu, c'est un Kabyle. Et les Kabyles, vous voyez, c'est les meilleurs ou c'est les pires. Vous avez ma femme, ça c'est le meilleur qu'on puisse avoir, parce qu'elle, bon, bah, pour un monde sans islam, là, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est pas du aldostérone, oui, mais bon, l'islam, on ne sait pas trop. Non, elle, c'est pour un monde sans islam, voilà, dégage l'islam, on n'en veut plus. Et puis, il y a le pire chez les Kabyles, c'est Salim Laïbi, par exemple. Ou le Raptor, voilà, ça c'est un autre Kabyle, vous voyez. Donc ça peut vraiment donner, et les conquérants de l'Espagne, c'était les pires islamistes, c'était des Kabyles, hein, pour la plupart. Donc, il faut bien vous rendre compte que ce gars-là vous raconte des cracks. Il dit « Je suis venu, j'ai passé mon bac en Algérie, c'est-à-dire de 0 à 18 ans, donc ce mec-là est un musulman vraiment de souche, hein, si on veut. Et donc, il a passé sa jeunesse là-bas. Alors, il a certainement vécu la guerre civile, il faudrait que je fasse les calculs, je ne sais pas quel âge il a, mais ça doit être ça, parce qu'il a à peu près l'âge de ma femme, donc elle a vécu la guerre civile aussi. Et donc il s'est dit, wow, ça me saoule la guerre civile, je vais venir coloniser la France. Hein. Histoire d'y importer la guerre civile, mais il ne va jamais vous le présenter comme ça. Parce qu'en fait, partout où l'islam s'implante, il y a la guerre civile à un moment ou à un autre. Hein. Très rapidement, généralement, parce que ils veulent imposer leur truc et les gens ne veulent pas, donc ça clash. Donc ils font des attentats, ils font des no-go zones, ils font les femmes soumises, etc. Et puis donc, on n'est pas habitué à ça, nous, en Occident. Bref, donc il dit, je suis fier d'être blédard, mais pourquoi tu ne retournes pas dans ton bled? Déjà, pourquoi tu es venu ici si tu es si fier d'être du bled? Alors, quelle est la logique qui permet à quelqu'un de dire « Je suis fier d'être né en Algérie, d'avoir vécu jusqu'à 18 ans, et je suis fier d'être parti ». Ça ne colle pas, il y a une contradiction fondamentale. Donc ce gars-là, en fait, a du mal à cacher qu'il est là pour nous coloniser, qui monte des armées de musulmans et d'idiots utiles, pour imposer son idéologie à la con, qui vise à tous nous soumettre à son prophète à la con. C'est tout. Et donc, s'il est cohérent avec lui-même, ce qu'il n'est pas, il retourne à son bled s'il en est si fier. Et si il continue à rester ici, il est on le met à poil. C'est tout. J'ai eu une éducation islamique au bled, donc je connais ma religion. S'il connaît sa religion, il doit bien connaître son prophète, alors pourquoi il n'en parle jamais, hein? Vous allez voir, là, dans toute la conférence, il n'y aura pas un mot sur le Mahomet tel que je vous l'ai décrit et tel qu'il est décrit dans le Coran et la Sira, hein, qui est sa biographie. Je ne suis pas un beurre français d'ici qui, malheureusement, avec l'école républicaine, ne parle pas l'arabe, etc. Vous voyez, alors ça, il faut bien décrypter. Hein. Malheureusement, les beurs ne parlent pas arabe. Ça veut dire quoi, ça? C'est comme Aldostérone qui vous dit, mais apprenez l'arabe, les gars, parce que vous allez en avoir besoin. Hein. Et oui, c'est la langue du colon. Partout, c'est la langue de l'islam. Le Coran, vous ne pouvez pas le lire si vous ne parlez pas arabe. Alors, ils le font répéter par cœur à tout un tas de pays, qui ne comprennent rien d'ailleurs, l'Indonésie, tout ça, c'est pas l'arabe leur langue maternelle, mais c'est pas grave, c'est pour endoctriner, et il vaut mieux répéter quelque chose qu'on ne comprend pas, tant que ça va dans leur sens. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut apprendre l'arabe. Et vous vous rendez compte, les beurs français, ils ne parlent pas bien arabe, hein, c'est pas bien. Voilà. Donc lui, il est là pour faire apprendre, il est là pour culpabiliser les jeunes arabes, même pas musulmans. Il est là pour les faire devenir musulmans, pour qu'ils apprennent l'arabe, pour qu'ils lisent le Coran, et qu'après, ils appliquent le Coran. Et l'application du Coran, vous la voyez tous les jours, justement, dans les médias. Et encore, vous en voyez qu'une infime partie, là, contrairement à ce que dit Laïbi. Si on commençait à parler de tout ce qui se passe en France par rapport à l'islam,
eh bien moi j'avais ce qui se passait à Blois par exemple, dans la ZUP, hein, 100% musulmane, je voyais jamais rien, ou très peu, enfin, vraiment quand c'était spectaculaire, mais il y a eu des coups de couteau qui ont été donnés très souvent dans cette ZUP, j'en ai jamais entendu parler, moi j'en ai entendu parler par le voisinage qui était terrorisé d'ailleurs à cette idée, et toutes les attaques et ça se passe dans toute la France, hein, mais moi je vivais à Blois, donc c'est une petite ville, 30 000 habitants, c'est pas qu'à Blois que ça se passe. Et donc vous aviez la rue de commerçante, où les commerçants s'étaient fait attaquer il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, et quand ça faisait 3 mois, ils étaient contents. Ah, ça fait déjà 3 mois que je ne me suis pas fait attaquer, parce qu'on s'habitue, comme en guerre civile, on se dit waouh, ça fait déjà 1 heure qu'il n'y a personne qui a toqué à ma porte pour savoir si je faisais le ramadan ou pas. Bon. Donc voilà, il y a ce qu'il vous dit, puis il y a ce qu'il vous dit pas. Moi je vous fais les sous-titres. Donc je connais ma religion, et ce dont ils parlent eux, dans nos médias actuels, ça ne correspond pas à ma religion que je connais. Ouais. Donc s'il connaissait sa religion, et je pense qu'il la connaît, c'est qu'il saurait que les fruits qu'elle donne, 57 pays musulmans, 57 dictatures ou théocraties. Alors c'est ça les fruits. Et effectivement la France est une dictature molle, on va dire, catho-marxiste, mais si elle devient islamique, république islamique, là, ce sera une dictature dure, une vraie, comme il y en a en Algérie ou ailleurs, avec des militaires ou des islamistes ou ce que vous voulez à la tête. Voilà. Souvent kabyles d'ailleurs, hein, parmi les généraux et la police. Voilà. Encore une preuve que ça donne le meilleur ou le pire. Parce que d'un côté, vous avez la Kabylie qui est colonisée aujourd'hui, depuis 1400 ans quasiment, 1300 ans. Les gars, ils se battent pour défendre leur culture laïque, leur culture, vous avez quelqu'un comme Matou Blounès, par exemple, qui s'est fait tuer par le GIA à cause de ça, voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez des Kabyles qui veulent la vie facile et qui rentrent dans l'armée et qui massacrent tout le monde après, y compris leurs propres frères kabyles. Hein. Voilà. Parce que génétiquement même, vous avez 90% de l'Algérie, encore aujourd'hui, qui est kabyle, berbère. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils inventent là? Donc ça, le menteur adore projeter sur l'autre ses propres mensonges, évidemment. Oui, Borowski, ah, tu vas pas croire Jean Robin, c'est un menteur, alors qu'il était en train de vous dire un énorme mensonge. Donc là, c'est qu'est-ce que les médias inventent, hein? Bah, ils inventent vachement, les médias. Ils font tout pour couvrir l'histoire récente d'Adrien Pérez, avec les frères El Habib. Vous trouviez leur nom dans un média, hein, le Dauphiné Libéré. Tout le reste, c'était des frères, on ne sait pas trop, des jeunes, des racailles, voilà. Tout pour protéger, et ça c'est quasiment quotidien, dès que vous avez ce genre de drame, eh bien, à moins que ça soit vraiment un attentat spectaculaire, là on va finir par connaître le nom du mec. Et comme par hasard, ça sera un Mohamed machin, Mera ou autre, ça sera un Abdelkrim truc, ou je sais pas quoi. Voilà. C'est ça la vérité. Donc là, qu'est-ce qu'ils inventent les médias? Ils sont de ton côté, Saïm Laibi, tu es leur propagateur sur le net, et tu veux te faire passer pour un dissident alors que tu es un de leurs meilleurs soldats, figure-toi, parce qu'ils sont déjà soumis à toi, en fait, à ton idéologie, là, qui est l'islam. Alors, je me suis dit, il va falloir faire parler certaines personnes, et pas des Arabes, pas des musulmans, pas des Maghrébins, pas des Berbères, pas des Iraniens, pas des Turcs. On va faire parler les Occidentaux les plus illustres. Voilà, donc ça c'est faux. Les Occidentaux les plus illustres sont contre l'islam. Espèce de menteur, là, propagandiste à 2 balles. Moi je te mets à poil, mon gars. T'es en train d'être ridiculisé en public, là. Les Occidentaux les plus illustres sont contre l'islam. Alors, je vais vous donner une petite liste des auteurs là, de mon livre. Ces grands esprits contre l'islam, hein, vous allez voir. Alors, John Quincy Adams, un des fondateurs des États-Unis. Maurice Aguilon. Je vous cite que les Européens, parce que là, il y a un certain nombre de gens que je ne vous cite pas. Saint Thomas d'Aquin, voilà, qui était anti-islam. Brigitte Bardot. Voilà. Jean-Claude Barrot. Bruce Bauer, donc il y a des anglo-saxons là-dedans. Marc Bonan, un avocat suisse. Bossuet, voilà, l'évêque de Louis XIV. Alexis Brézet du Figaro Magazine, Pascal Bruckner, Christopher Caldwell qui a fait un excellent livre dont j'ai oublié le nom, Chateaubriand, voilà, ça c'est quand même quelqu'un d'illustre, Chesterton, Churchill, il n'était pas illustre, Churchill,
je résiste pas à la citation. Aucune force aussi rétrograde que l'islam n'existe dans le monde. Signé Winston Churchill. Voilà. Boum, dans tes dents, Salim Laibi. Illustre. Les musulmans, pendant que Churchill résistait contre les nazis, les musulmans faisaient alliance avec Hitler, hein, avec le gars à Jérusalem. Là. Pat Condell, Condorcet, hein, c'est pas quelqu'un d'illustre, Condorcet, pas du tout. Daniel Cordier, secrétaire personnel de Jean Moulin, qui a dit, alors je cite, « J'espère que je suis toujours un combattant pour les mêmes causes et les causes voisines. La libération des peuples, par exemple, je suis toujours un combattant. » Alors, il était interviewé par Schneiderman qui lui demande « Qu'est-ce qui vous donne envie de vous battre aujourd'hui ?» Ah, il y a beaucoup de choses. Par exemple, la destruction du voile pour couvrir les femmes. Hein, le secrétaire personnel de Jean Moulin, ce qu'il dit. Hein. C'est une chose qui est une honte du genre humain. Hein, il ne fait pas les choses à moitié, lui. Et voilà. Et ça, jusqu'à ma mort. Bon, il n'est pas encore mort, très bien. Saint Jean Damascène. Voilà. Un des grands, alors 676-749, un grand théologien chrétien. Dante, c'est pas une personne illustre, non, anti-islam. Maurice Dantec, voilà, on l'oublie souvent, mais il faut pas l'oublier, Maurice. Régis Debray, bon, marxiste. Patrick de Clercq, anthropologue, psychanalyste et philosophe français. Bon, Anne-Marie Delcambre, j'ai cité cette illustre islamologue. Jacques Ellul, protestant français, qui a écrit un texte non à l'intronisation de l'islam en France, que j'ai reproduit intégralement dans le livre, parce que c'est un bijou ce texte. Et ça décrit exactement ce que Salim Laibi nie. Hein. Il le nie parce que c'est en train de se passer, et lui, son but, c'est de vous faire croire que ça ne se passe pas. Voilà, c'est que la France est en train de s'intégrer dans l'islam, et pas l'inverse, hein, bien sûr. Gustave Flaubert, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, Gustave Flaubert ? Sans doute, c'est pas un illustre français, ça, Salim Laibi, occidental. Sans doute par l'effet de mon vieux sang normand, depuis la guerre d'Orient, je suis indigné contre l'Angleterre, indigné à en devenir prussien. Car enfin, que veut-elle ? Qui l'attaque ? Cette prétention de défendre l'islamisme, qui est en soi une monstruosité, m'exaspère. À l'époque, on disait islamiste pour islam. Je demande au nom de l'humanité, dit Flaubert, à ce qu'on broie la pierre noire pour en jeter les cendres au vent, à ce qu'on détruise la Mecque, ça il ne va pas vous en parler, ça il me l'a dit, hein. Et que l'on souille la tombe de Mahomet, ce serait le moyen de démoraliser le fanatisme. Bon. Charles de Foucault, Georges Frêche, Oscar Freisinger, le général Galvin, Charles de Gaulle, hein, c'était pas un illustre occidental Charles de Gaulle, non. Là je suis juste dans léger, hein, donc je pourrais finir, mais je vais vous faire la liste, comme ça vous allez voir. Étienne Gilson, William Gladstone, André Glucksmann, Michael Graham, Helvétius, bon, Ayaan Hirsi Ali, même si elle est née en pays musulman, Claire Hollingworth, Michel Houellebecq, hein, l'islam est une religion... qu'est-ce qu'il a dit déjà ? Ça m'avait fait marrer. C'est l'islam... Ah, l'islam ne pouvait naître que dans un désert stupide, au milieu de bédouins crasseux qui n'avaient rien d'autre à faire, pardonnez-moi, que d'enculer leurs chameaux. Voilà ce que dit Michel Houellebecq. Hein. Et bien d'autres choses qui sont dans le livre, là, je vous lis pas tout. Samuel Huntington, Claude Imbert, Albert Jacquard, éminent généticien, marxiste. Moi, je reconnais, hein, je sais pas, c'est pas parce qu'ils sont anti-marxistes qu'ils sont dans ce livre, c'est parce qu'ils sont anti-islam, donc ne me faites pas un procès. Hans Janssen, Jacques Julliard, Carl Jung, voilà, disciple de Freud. La religion d'Hitler est la plus proche qui soit de l'islamisme, voilà ce que disait Jung. Réaliste, terrestre, promettant le maximum de récompenses dans cette vie, mais avec ce Valhalla façon musulmane avec lequel les Allemands méritoires peuvent entrer et continuer à goûter le plaisir. Comme l'islamisme, elle prêche la vertu de l'épée. C'est pour ça qu'ils se sont bien entendus pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et que Hitler avait dit... J'aurais préféré que Charles Martel perde en 732, hein. Comme ça l'Europe aurait été musulmane, elle aurait eu de meilleures valeurs. Et ça, il va pas vous le dire, ça, Ibn Libi, hein. Parce qu'Hitler, même lui, il pense que c'est pas un mec top. Jacques-Alain Léger. Ah, lui, il y allait fort aussi. Xavier Lemoyne, maire de Montfermeil. Claude Lévi-Strauss, qui a des passages énormes contre l'islam, que je cite. Bernard Lewis. Édouard Luttwak. Alain Madelin. Christian Mallard, André Malraux,
Alors, c'est pas un éminent français, ça? René Marchand. Ah, même Karl Marx est contre l'islam. Donc il n'avait pas tout faux, quand même. Mathias Matusek. Abdelwahab Medeb. Bon. Richard Millet. Jules Monroe. Michel de Montaigne. Montesquieu. Ils étaient tous contre l'islam, en fait. Ils vous racontent n'importe quoi. Hein. Nietzsche, justement. Michel Onfray. Guylaine Ottenheimer. Grégory Palamas. Monseigneur Pavie. Pérancel Hugoz. Je ne sais plus quel était son prénom à celui-là. Jean-Pierre Pérancel Hugoz. Hein. Auteur d'un livre sur le radeau de la Méduse, je crois. Cyrus de Phase. Mort en 642. Donc vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Michel Poniatowski, David Price-Jones, Robert Redeker, qui était menacé de mort pour avoir dit que finalement l'islam c'était pas si bien que ça. Ernest Renan, voilà, éminent français, pas pro-islam, Jean-François Revel, Salman Rushdie, évidemment, Bertrand Russell, le père Samuel en Belgique à Charleroi, Thilo Sarrazin en Allemagne, Giovanni Sartori en Italie, père James Scholl, Nikolai Sennels, alors lui c'est un psychologue danois, donc vous voyez c'est sur toute l'Europe, hein. Zafer Senochak, je ne sais pas comment il faut dire, Vincent Serralda, André Servier, Daniel Siboni, qui est un juif, Yves Simon, Robert Spencer aux États-Unis, un des plus fins lettrés universitaires anti-islam, un des plus cultivés, Wafa Sultan, qui a fui la Syrie, Pierre-André Taguieff, Jacques Ternero, Tocqueville, hein, c'est pas un éminent occidental, Tocqueville. Alors qu'est-ce qu'il disait Tocqueville? Bon, c'est des passages un peu longs, mais je vais vous lire un extrait. Mahomet a fait descendre du ciel et a placé dans le Coran non seulement des doctrines religieuses, mais des maximes politiques, des lois criminelles, des théories scientifiques. L'Évangile ne parle au contraire que des rapports généraux des hommes avec Dieu et entre eux. Hors de là, il n'enseigne rien et n'oblige à rien croire. Tocqueville, donc l'islam, c'est des lois criminelles. Jean-Jacques Tremblay, Michel Tribala, démographe, Dominique Urvois, Mireille Valette, Alfred de Vigny, Philippe de Villiers, Voltaire, le colonel Allen West, Geert Wilders, évidemment, et Éric Zemmour. Voilà. Donc, bah là, l'IB, il vous dit n'importe quoi. Et donc, il faut quand même voir, quand il vous raconte des cracks, les grands esprits occidentaux, non. Il y en a très peu, et c'était des collabos. C'était des gens de gauche la plupart du temps, alors que là, je vous cite de tout le panel, et c'est souvent des gens de droite, justement. Voilà. Et quand je dis illustre, c'est illustre. En d'autres termes, selon les principes mêmes du quotient intellectuel, théoriquement, Voltaire et Goethe, ils sont à près de 200. Alors, maintenant, c'est le quotient intellectuel qui est un truc valide. Donc, il n'en a aucune preuve. C'est-à-dire qu'on n'a pas mesuré le quotient intellectuel, à ma connaissance, de Voltaire ni de Goethe. Et donc, là, tous les gens que je viens de vous citer, vous avez des gens aussi éminents, sinon plus. Et en plus, il vous cite Voltaire qui était aussi anti-islam. Donc, c'est n'importe quoi. Voire même plus. C'est-à-dire, on prend les gens les plus intelligents, les plus productifs. Et parmi les nazis, encore une fois, il y avait beaucoup de gens très intelligents. Hein. Heidegger, c'était un des plus hauts quotients intellectuels au monde aussi à cette époque-là. Hein. Bah, il était nazi, le gars. Il n'y avait pas plus nazi. Donc c'est un argument débile. Et en plus, pour ceux qui rentreraient dans les trucs de quotient intellectuel et de race, là, ça c'est encore un autre sujet, mais voilà, le quotient intellectuel n'est qu'une partie infime. Je vous renvoie à ma vidéo QI et race debunked. C'est une partie infime de l'intelligence, le QI. Hein, donc c'est n'importe quoi. C'est pas un argument. Voltaire, son intégrale, son œuvre intégrale, qu'on appelle l'édition de Quelle, qu'avait rassemblé Beaumarchais, 70 volumes, 35 000 pages. Et le gars a dit ce que j'ai répété tout à l'heure sur Mahomet. Hein. Et dans sa pièce, le Mahomet ou le fanatisme. Donc oui, ça se retourne contre toi, là, Ibu. C'est pas rien. C'est pas Éric Zemmour, c'est pas Gilles William Goldnadel, c'est pas Benoît Reisky. Vous comprenez? C'est ouais. C'est pas tous ceux que je viens de lire aussi. Hein.
évidemment. Les gens sont des miettes dans l'histoire de l'Occident. Ah, voilà. Les gens qui ont été pour l'islam, c'était les plus grands. Et puis les gens qui étaient contre, c'était les plus bas. Mais tous ceux que je viens de lire n'existent pas. Donc c'est un menteur. Moi je reconnais qu'il y a des Lamartine et des Voltaire, même à la fin de sa vie, ou des Simone Veil, si vous voulez. Il faudrait que je vérifie ce qu'elle a dit. Parce qu'il faut faire attention aussi à la manière dont c'est tourné. Hein. Ça peut être interprété de telle manière que ce soit pro-musulman ou pro-islam. Ça faudrait vérifier. Mais voilà, Goethe, oui, j'ai vérifié. Et ce gars-là était pro-islam, en effet. Mais c'est des exceptions. La règle, c'est que les gens normalement constitués défendaient leur patrie et voyaient bien que l'Occident est incompatible avec les principes de l'islam. Et que partout où l'islam s'est répandu, c'était la dictature, la théocratie, la pauvreté, c'est-à-dire les conditions initiales de l'être humain quand il sort de la préhistoire. Tant que c'est des agents subversifs, des sayanim, qui sont là pour servir les intérêts de l'entité sioniste criminelle. Voilà, ça on n'a pas attendu longtemps, il a fallu attendre 4 minutes 32 avant qu'on nous parle des sionistes. Quel rapport? Le gars défend l'islam et parle des sionistes. Ben ça, c'est typique en plus des Algériens. Ça, ils adorent ça. Tout est la faute d'Israël. Hein. S'il y a eu la guerre civile entre musulmans qui a fait 200 000 morts en Algérie, c'est la faute d'Israël, hein, bien sûr. Ah ben, on voit pas le rapport. Il n'y avait pas un seul juif en Algérie, justement. Ils sont tous partis après 62. Mais non, c'est quand même leur faute. Moins ils sont là, plus ils sont présents. Enfin. Et c'est la même logique ils vous trouvent des entités sionistes là où il n'y en a pas. Et ce ne sont pas des penseurs ni des intellectuels, ce ne sont rien. On ne va même pas se souvenir d'eux, par contre. Donc on ne va pas se souvenir de Tocqueville ou Chateaubriand ou tous ceux que j'ai cités, vraiment. Ou De Gaulle ou Churchill, bah non. C'est des gens vraiment... Ah, on les a appelés géants dans l'histoire? Non, c'était surfait en fait, selon Salim Laibi. Hein. C'est des miettes dans l'histoire, hein, parce qu'eux ils étaient anti-islam, donc vraiment, ils n'avaient rien compris. Hein. On ne peut pas se souvenir, oublier de se souvenir. On ne pourra pas oublier l'œuvre d'Alamartine ou les contemplations de Victor Hugo ou les grands classiques ou Nietzsche, Goethe. Oui, il va vous défendre des gens simplement parce qu'ils sont pro-islam. C'est débile, ça n'a rien à voir, la qualité d'une œuvre n'a rien à voir avec le fait d'être pro ou anti-islam. Enfin, c'est n'importe quoi. Victor Hugo, oui, il est au Panthéon aujourd'hui, et c'était un raciste. Alors pourquoi il défend un raciste, en fait, ce Salim Laibi là? Il défend un colonialiste de son propre pays, l'Algérie. Donc c'est n'importe quoi. Ce sont des gens qu'on étudie encore aujourd'hui dans les universités. Ce sont des... Voilà, là, il vous fait tout le blabla algérien, comme Stéron, comme voilà. Ils prennent un truc tout petit, puis ils en font des kilomètres pour impressionner la galerie. C'est tout ce qu'ils savent faire. Grand classique, c'est la Pléiade, etc., etc.